Dans cet espace au Salon des maires 2023, à l'occasion de cette table ronde organisée par la Fédération nationale des travaux publics. On va démontrer ensemble aujourd'hui aux maires, aux élus, comment envisager la gestion des ponts de sa commune, réparer plutôt que reconstruire. C'est ça qui est indiqué dans le titre de cette table ronde. On va vraiment interroger pourquoi et comment. Est-ce que ça se justifie? Comment organiser, comment anticiper, comment programmer et comment réaliser tous les travaux nécessaires, les infrastructures pour construire et entretenir les ponts. Bonjour à vous, je suis ravie d'avoir à mon côté Julie Debrux, qui est présidente du cabinet Citizing. Bonjour. Bonjour Sandra, bonjour à tous. Vous allez nous expliquer le travail que vous avez fourni pour calculer d'une certaine façon en quoi, au travers de 2 projets qui vont être déclinés ici, en quoi réparer a plus de sens, peut-être même que de reconstruire, au moins financièrement. On va revenir là-dessus. Ça a un coût socio-économique, on va revenir dessus. Bonjour Lionel Lobé. Bonjour. Vous êtes le président du Stress, qui est le syndicat de toutes les entreprises qui construisent et qui réparent les ponts, on va dire comme ça, sans rentrer dans la chronique, dans le détail. Je vais peut-être commencer avec vous, et puis il y a le maire qui est André Tallarmin, le maire de Ploarzel, qui vient de Bretagne et qui arrive tout droit vers nous, là, comme ça, président du Pays d'Iroise Communauté, qui nous rejoint et qui va témoigner aussi. Bonjour monsieur, merci monsieur le maire d'être avec nous, qui va témoigner de la réalité de son territoire, et on va pouvoir échanger ensemble sur l'intérêt qu'il a eu de choisir de réparer la passerelle du Croé plutôt que d'abandonner cette infrastructure. Je voudrais commencer avec vous, si vous êtes d'accord, Lionel Lobé, tout simplement pour qu'on ait une sorte de cartographie un petit peu générale, globale. Quand on parle des ponts aujourd'hui en France, qu'est-ce qu'il faut savoir? Quel est l'état de notre patrimoine et comment ça va les ponts en France, en quelques mots? Alors, les ponts en France ne sont pas dans un très bon état. Il faut savoir que on a entre 200 et 250 000 ponts en France qui appartiennent principalement à l'État, aux départements ou aux communes. Donc en gros 30 000 à l'État, 100 000 au département, 100 000 aux communes. Et ceux qui sont les plus préoccupants, ce sont les ponts qui appartiennent aux communes. Sur ces 100 000, à peu près 35 000 sont en très mauvais état. Ils sont touchés dans leur structure. Donc c'est inquiétant. Sachez que les ponts, la majorité ont été construits après-guerre, donc ils ont 75 ans à peu près, et c'est la durée de vie d'un ouvrage à peu près, surtout quand il n'est pas entretenu. Donc il y a 5 ans, il y a eu la catastrophe de Gênes, ça nous a rappelé de mauvais souvenirs, et on espère que ça ne va pas se produire chez nous, mais malheureusement, on ne va pas être de mauvais augure, mais ça peut arriver prochainement. Alors justement, l'idée c'est de voir comment envisager les choses de façon très pragmatique. Peut-être si je suis un élu et je me trouve dans cette salle, ou même je suis un élu globalement, qu'est-ce que j'ai comme outil pour, de façon très claire, pouvoir suivre l'état de mon pont et accompagner son entretien? Alors les maires, donc il faut savoir qu'on a créé un document qui s'appelle le carnet de santé. C'est un carnet qui indique tout l'ouvrage, la vie de l'ouvrage, comment il est réalisé, comment il est conçu, ses pathologies, et ça permet de programmer un entretien. Donc sur notre site, on a un site, alors je précise, le stress c'est 2 R et un S, c'est le bon stress. Donc on a un site qui vous met à dispo tous ces documents-là. Donc il suffit de le prendre et de suivre la vie de l'ouvrage. Suite à la catastrophe de Gênes, il y a eu une prise de conscience de nos pouvoirs publics qui a lancé le programme national pont, qui a fait l'état de 18 000 communes et qui ont fourni un carnet de santé par ouvrage. Donc je peux, si je suis maire, avoir un carnet de santé et avoir un suivi avec tout un accompagnement sur... C'est fortement conseillé. Voilà, pour suivre la santé de mon pont. Mais ce qu'on disait en préambule, voilà, l'idée de cette table, c'est de dire c'est mieux de réparer plutôt que reconstruire. Est-ce que c'est une réalité? On va voir si ça l'est, mais déjà, c'était une intuition
pour vous. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à le démontrer d'une certaine façon? Alors c'est plus qu'une intuition, effectivement. On dit c'est plus vertueux de réparer que de démolir et de reconstruire. Julie va corroborer tout à l'heure ce que je vous annonce. Donc on a commencé à y travailler nous à notre niveau. On a fait une étude donc à Narbonne, il y a un pont qui a été fermé pendant 4 ans, simplement parce que l'État pensé l'avoir donné à la ville de Narbonne. La ville croyait qu'il était toujours l'État. Personne ne s'en est préoccupé. Et un jour, quelqu'un a jeté un œil. Il était fissuré de partout. Il franchissait des voies ferrées. C'est un pont sur une nationale. Et il a été fermé. Donc on a dit, tiens, c'est un cas d'école. On va regarder ce qui se passe. Donc les travaux ont coûté 10 millions d'euros. Ce qui se passe pas techniquement, pour le coup, l'impact financièrement, que ça a. l'impact, les retombées de la fermeture d'un pont. Donc on a chiffré, donc on a fait en place, on a mis un tableur, on a chiffré toutes les incidences de la fermeture d'un pont, c'est-à-dire on a calculé les déviations, donc le coût de l'essence, le coût des accidents, le coût de la pollution. On n'a pas pris en compte la perte d'exploitation parce qu'il y a toute une série de commerces sur cette rue qui ont fermé, mais ça allait trop loin, on n'avait pas suffisamment d'éléments. Outils, vous n'aviez pas les outils pour le calculer. On n'a pas les outils, mais donc toutes ces incidences-là s'élèvent à 12 millions par an. Donc je redis bien, les travaux coûtent 10 millions, les travaux de réparation coûtent 10 millions en une fois, et la perte, le coût de la fermeture, c'est 12 millions par an pendant au moins 4 ans. La différence, c'est que ce coût est supporté par les usagers et non par le propriétaire de l'ouvrage. Donc c'est moins visible. Mais la collectivité a supporté ce coût. Alors, ce que vous dites là est quand même très intéressant et je me tourne vers vous. Juste, excusez-moi, Sandra, pour terminer, cette application qu'on a mis au point, on l'a chez nous. Et messieurs, madame les maires, si vous avez un pont qui ferme ou un sujet préoccupant, on sait vous le mettre à disposition et regarder avec vous les déviations et calculer le coût de la fermeture. Ça peut aider à la décision. Merci pour cette ajout fort important. Julie, vous, avec votre cabinet Citizing, justement, c'est vraiment, il y a un vrai travail scientifique que vous menez pour ça. Vous avez analysé, pour le coup, le coût socio-économique de la réparation de ponts dans le cadre de l'investissement, des victoires de l'investissement local qui est organisé chaque année par la Fédération nationale des travaux publics. Et donc là, vous avez étudié 2 ponts différents. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, justement, par rapport à... donc on va revenir un petit peu plus dans le détail sur chacun de ces 2 ponts, mais est-ce que ça va bien dans le sens de ce que vient de décrire Lionel Lobé sur le coût que ça peut avoir qui est supérieur au coût d'une réparation? Absolument. En fait, je me rends compte qu'en plus d'être des experts techniques, vous faites également de l'évaluation socio-économique. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Monsieur Jourdain, sans le savoir. L'évaluation socio-économique, c'est une méthode qui est obligatoire pour les investissements publics de l'État dès lors que ça dépasse un certain seuil, 20 millions d'euros. Et l'idée, c'est simplement justement de se demander s'il est vertueux, utile d'engager de l'argent public pour mener telle ou telle opération. Et donc pour le déterminer, justement, l'évaluation socio-économique met en balance les impacts positifs et les impacts négatifs des différentes opérations. Et donc, quand on parle d'impact, donc vous avez compris, c'est positif et négatif, ce sont des impacts économiques, sociaux, sociétaux, environnementaux, sanitaires. Ce sont des impacts de court, de moyen et de long terme, et en l'occurrence, je crois que le long terme compte énormément quand il s'agit de ponts, et ce sont des impacts pour l'ensemble des parties prenantes. C'est ça l'évaluation socio-économique, donc l'ensemble de ces impacts positifs et négatifs et de long terme, pour pouvoir être comparés, sont traduits en unités monétaires, donc on met des euros derrière, et puis on compare ces impacts positifs et négatifs de l'opération par rapport à une absence d'opération ou par rapport à un report de l'opération dans quelques années, comme c'est souvent le cas, on se dit les autres feront, c'est le prochain mandat. Et dans votre méthode, qu'est-ce que vous intégrez alors comme données, Julie? Alors les données d'impact, il peut y avoir d'un côté évidemment le coût financier, ça vient souvent en négatif, l'investissement, plus tous les coûts d'exploitation. Et du côté positif, finalement c'est un petit peu ce que vous avez dit. Si on ferme un pont ou si un pont n'est plus accessible, on a des usagers qui vont devoir faire des détours. Donc ça, ce sont des pertes de temps, et ces pertes de temps, elles ont un coût social.
Ils vont parcourir des distances plus importantes, que ce soit à pied, en vélo ou en voiture, avec de l'accidentologie potentiellement. Donc on évite cette accidentologie si on maintient nos ouvrages. Des coûts d'usure des véhicules, des émissions de CO2, des particules fines. Ouais, des Tout coûts ça, c'est pris en écologiques compte. aussi que vous Exactement. calculez. Ouais. Et à la fin, on peut calculer ce fameux retour sur investissement socio-économique et environnemental. C'est un indice global qui permet d'être, c'est une boussole qui permet de déterminer si oui ou non il est pertinent d'investir. Alors, il y a eu 2 cas, on le disait, que Ouais. vous avez étudiés tout particulièrement, le viaduc de Torves et la passerelle du Crouet. Et d'abord, je voudrais me tourner vers vous. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour à vous, merci beaucoup de m'avoir invité à votre après-midi Surtout de avec travail. l'entrée que vous nous avez proposée, qui était somptueuse. Merci à vous de nous avoir rejoints. Dites-moi, vous êtes donc le maire de Ploirzel et vous êtes donc à la pointe du Finistère, c'est ça? Vous êtes le président de Pays d'Iroise Communauté. Donc c'est en tant que président aussi de communauté de communes que vous intervenez aujourd'hui. Dans ce contexte, vous avez eu la charge de la réparation du pont au Conquet dans la communauté de communes du Pays d'Iroise avec 50 000 habitants et 19 communes qui ont été touchées par ce projet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la situation qui était la vôtre? Nous sommes dans la ville du Conquet, membre du Pays d'Iroise, face à l'océan Atlantique, très proche de Molène et de Ouessant. Donc c'est une passerelle qui est au centre-ville du Conquet. Le Conquet, c'est une commune de 2500 habitants, dont 500 habitants sont de l'autre côté de l'Abercon, parce qu'il y a la Véridude sur nous, mais il y a aussi l'Abercon. Et c'est la passerelle qui a été construite après la guerre par des Allemands, en très mauvais état. Elle appartenait à l'État. Et au niveau de la décentralisation, l'État a transféré le port du Conquet, transféré au département. Ensuite, le port a été transféré, si on veut, à la région Bretagne. Et la région Bretagne, quand elle a pris sa compétence au niveau du port, elle a dit, moi, je veux bien prendre le port de pêche, le port de marchandises, mais il y a une passerelle au front de la mer. Ça m'intéresse pas du tout. Il n'y a pas question. Je ne vais pas prendre cette passerelle-là. Et dans la bonne volonté du président que je suis, pour l'équilibre du territoire, j'ai dit oui, je vais prendre cette passerelle. Alors, Mais qui était vraiment en très très mauvais état, quoi. Oui, parce que quand vous dites cette passerelle pour l'équilibre du territoire, en quoi est-ce que cette passerelle, de votre lecture en tant que président de la communauté de communes, il y avait un équilibre là-dedans? À quoi elle servait? Quelle était son utilité sociale? Le Pays d'Iroise communauté, on a mis en place un schéma de cheminement doux sur l'ensemble du territoire qui relie tous les acteurs touristiques du territoire, cheminement doux et cheminement piéton. Et donc traverser tous les cheminements doux, traverser, si on veut, cet Albert. Et si cette passerelle, on l'aurait démolie, la reconstruction serait très difficile à faire, quoi. Après avoir fait plusieurs réunions avec les bâtiments de France, on s'est aperçu, la démolir, c'est facile, c'est la solution la plus facile, la moins coûteuse. Mais on a fait beaucoup de réunions de travail et on a préféré la restaurer. Et ça, est-ce que la population était plutôt d'accord, plutôt pas d'accord? Franchement, la population, quand j'ai annoncé aux vœux il y a 4 ans, aux vœux à la ville du Conquet, je me déplace lors des vœux, si on veut, dans l'ensemble des communes du territoire. Quand j'ai annoncé que j'avais un projet de restaurer la passerelle du Crouet, j'ai beaucoup, franchement, été applaudi par la population en disant « Enfin, quelqu'un s'en occupe de la restauration de cet ouvrage d'art qui fait partie de l'histoire de la ville du Conquet, de l'histoire du Pays d'Iroise également aussi, une passerelle construite pendant la guerre qui a été restaurée, bricolée un peu. On se réjouit que la population a été ravie, si on veut, de la restauration de cette passerelle, mais il fallait trouver les solutions techniques pour la réaliser, parce que restaurer un ouvrage qui à marée montante, quand la mer est haute, pose problème. Il fallait trouver des solutions techniques. On a eu la chance de travailler en relation avec les entreprises du territoire. On a trouvé une solution technique pour la restaurer. Donc c'est intéressant, à la fois sur un plan technique, il y a eu un défi, sur un plan humain, il y avait un défi, ça répondait aussi à un défi historique, à une histoire dans laquelle on continuait de s'inscrire dans le paysage. Mais Julie, le travail que vous avez fait par rapport justement à cette passerelle de Crouet, qu'est-ce que vous avez pu intégrer comme données et démontrer aussi comme intérêt pour la population?
Oui, pour compléter la description, je voudrais quand même préciser que c'est pas une passerelle qui permet une dizaine de passages par jour, c'est pas vrai. Hein. Le Conquet, c'est la ville de départ pour aller aux îles Ouessant, aux îles de Molène, sur la presqu'île de Kermovan. Chaque année, il y a 200 000 visiteurs qui empruntent cette passerelle. Donc 50 ans après sa construction ou reconstruction en béton armé, cette pauvre passerelle, elle montrait quelques signaux d'usure, voire de dégradation assez sévère. Et donc la question qui se posait, c'était est-ce qu'on fait ou est-ce qu'on ne fait pas et on reporte à plus tard. Faire le projet, faire les réparations, c'était environ 1,6 million d'investissement. 1,8 million d'investissement. Ne pas faire, si on regarde aujourd'hui tout de suite le budget, quelque part c'est zéro. Mais en fait, l'idée c'est de regarder un petit peu plus long terme qu'aujourd'hui, demain, et regarder autre chose que le purement budgétaire et financier. Et justement, ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a chiffré le coût de l'inaction. C'est-à-dire que si on ne fait rien, donc cette passerelle à horizon 4 ans, elle est impraticable. Et qui dit passerelle impraticable dit que de l'autre côté, donc sur cette fameuse presqu'île de Kermovan, il y aura une chute drastique de la fréquentation en raison des difficultés d'accessibilité. Et qui dit baisse de la fréquentation dit baisse des dépenses touristiques, baisse du chiffre d'affaires, de la valeur ajoutée et des emplois. C'est quand même 4 millions à peu près d'impact négatif liés à cette inaction. Mais au-delà de cet impact d'accessibilité, parce qu'il y aura quand même quelques courageux qui vont continuer à aller de l'autre côté sur la presqu'île de Kermovan. Il y en a quelques-uns hyper courageux qui vont passer à pied à marée basse, mais les autres, ils vont faire un grand détour. Alors certains le feront à pied ou en vélo, ça fait quand même un détour de plus de 4,5 km. Annuellement, ça nous fait, si on ne répare pas, ça nous fait 50 000 heures perdues pour aller de l'autre côté à pied ou en vélo, avec la probabilité d'accident sur une route départementale que je ne décris pas, quand on sait qu'un accident corporel coûte en moyenne 200 000 euros. Et puis surtout, il y aura un grand nombre de personnes qui feront un report modal vers la voiture, malheureusement. Et donc, ça va générer des kilomètres supplémentaires. On ne parle pas des voyages du quotidien, on parle pour le coup des voyages touristiques qui auraient pu être faits via la passerelle. Là, pour le coup, on prend la voiture. Ça fait chaque année 530 000 kilomètres supplémentaires si on ne répare pas cette passerelle et qu'elle est impraticable. Et qui dit kilomètres supplémentaires dit donc du temps perdu. Ça a un coût socio-économique, du CO2, des particules fines, et le coût d'usage, tout simplement, de la voiture pour les automobilistes, donc des pertes de pouvoir d'achat en fait. Et donc l'ensemble de ces coûts sociaux et environnementaux liés à l'inaction, c'est 22 millions d'euros. Donc tout à l'heure, on parlait de 1,8 million d'euros d'investissement maintenant. Allez, on va monter à 2 millions quand on prend les coûts d'entretien, etc. 2 millions maintenant versus 22 millions liés au coût de l'inaction. Je crois que le calcul est vite vu en fait quand on intègre ces impacts de long terme pour l'ensemble de la société. Vous vouliez rajouter quelque chose, monsieur le maire? Si, je voulais ajouter autre chose parce que c'est vrai que l'ouvrage était vraiment en très très mauvais état. Et le plus de mal que j'ai eu à convaincre les élus du Conquet, la population du Conquet et les élus du Pays d'Ivoise pour restaurer la passerelle, j'ai failli leur dire oui, mais on va d'abord restaurer 2 piles, et un tablier. Parce qu'au début, c'est vrai quand j'ai annoncé qu'on allait la restaurer, mais c'est pas possible, ça tiendra pas. Donc, il a fallu convaincre la population et les élus du Pays d'Ivoire, parce qu'il y a 19 communes, 55 élus. Il a fallu qu'on restaure 2 piles correctement, traiter la ferraille, tout. Et c'était un chantier que ça s'est bien passé, mais le plus de mal qu'on a eu, et les bâtiments de France aussi, comme quoi l'ouvrage a été bien restauré et qu'on repartait pour une autre génération. Apporter la preuve d'une certaine façon. Ce que ça dit aussi, c'est que c'est pas tout blanc, tout noir. Est-ce que on peut se dire qu'on peut prendre son temps pour aussi engager des travaux de réparation? Est-ce que ça, c'est quelque chose l'on compte? Quel est votre regard là-dessus, Lionel Lobé? Le temps lutte contre l'état de nos ouvrages. Ils sont surtout le vôtre est très sollicité par l'ambiance marine. La courbe de dégradation est exponentielle et le coût va en face. Donc plus on attend, plus le mal est profond et plus le coût est important. Donc il faut assurer une maintenance la plus régulière possible.
Et quand vous avez, Julie Debrusque, quand vous avez par ailleurs, outre cet exemple-là, vous avez aussi fait le diagnostic du viaduc de Torf, par exemple, mais d'autres infrastructures, est-ce qu'on s'inscrit toujours dans cette même tendance ou dans cette même proportion, même si on est un peu plus loin de l'air marin, même si on est un peu plus près de je ne sais quel autre espace ou réalité climatique ou de biodiversité? Est-ce qu'on se retrouve toujours avec cette même proportion-là? Alors effectivement, tout récemment, tous les ouvrages dont on a évalué l'impact socio-économique de la réparation donnent un résultat qui va dans ce sens-là. C'est-à-dire que les externalités, c'est-à-dire les impacts négatifs liés au report des opérations sont considérables. Et donc, il vaut beaucoup mieux faire maintenant et réparer plutôt que se dire qu'on plus tard, on reconstruira. C'est très, Oui, très clair. un petit mot, André Tallarmin. Je veux bien ajouter autre chose, parce que c'est vrai qu'au début, on était parti pour casser cet ouvrage-là, mais il fallait envoyer des camions, des grosses pelles hydrauliques, tout casser, broyer le béton, traiter la ferraille, évacuer tout ça, traverser un Albert. Nous sommes en Natura 2000, nous sommes au cœur du parc marin d'Iroise, donc les camions sur la plage, sur un Albert, c'était pratiquement impossible, alors que la réparation, c'était fait par des petits engins circulant sur la passerelle en même temps que les piétons, avec les piétons, donc c'était très difficile à réaliser. Et en plus, on aurait dénaturé le site à faire passer des camions et des gros engins sur un site Natura 2000, très difficile à situer en zone NDS, quoi. Zone naturelle stricte. Est-ce que ce genre d'argument, Lionel Lobé, de réparer plutôt que de démolir et reconstruire, sont entendables aussi sur beaucoup plus de projets de ponts, c'est-à-dire finalement, s'il y a une meilleure acceptabilité, c'est plus simple, c'est moins coûteux, c'est moins pour l'environnement, c'est aussi ça a moins d'impact. On parle des ponts, mais effectivement, il y a tous les ouvrages structurants. Hein. Il y a beaucoup de murs de soutènement également qui dès qu'il y a un souci, coupent une route. Hein. Donc il y a tous ces ouvrages-là. Moi, je remercie Monsieur le Maire, je le félicite pour son courage parce que la décision est bonne, mais je pense que vous avez dû déployer une somme énorme d'énergie pour lutter quand il y a toujours des opposants, on le sait. Et maintenant, c'est les usagers qui sont les grands gagnants. Donc bravo, ça manque un peu des fois de décisions où ça va pas au bout, c'est un peu dommage. Donc on est là pour vous aider. Justement, pour aider des initiatives et ce courage-là, Lionel Lobé, à votre échelle, qu'est-ce que vous pouvez aussi partager comme information ici avec les personnes qui nous écoutent? Comment on fait pour anticiper, pour pouvoir être accompagné, pour pouvoir être aidé à avoir ce courage et être sûr qu'on prend la bonne décision? Alors, donc ça part du carnet de santé, donc connaître ces ouvrages, parce qu'on estime qu'il y a à peu près 10% de ponts qu'on appelle orphelins. Ce sont des ponts, on ne sait pas qui ils appartiennent, donc ça c'est très gênant. Je rappelle qu'il n'y a pas de contrôle technique sur les ponts. Autant les barrages sont soumis à des contrôles 5 ou 10 ans, les tunnels, les voitures, vos voitures pour circuler sont soumises à des contrôles techniques. Les ponts, il n'y en a absolument rien. Donc on travaille, nous, à faire passer une loi pour imposer un contrôle tous les 5 ans de nos ouvrages d'art. Ensuite, le programme national pont mené par le CEREMA. Donc le CEREMA a créé un site qui s'appelle SOS Pont. C'est un outil dédié pour vous aider. C'est comme une hotline qui vous aide. Quand vous avez un problème, vous les appelez et il y a des techniciens à votre disposition qui vous accompagnent. Donc ça, c'est vraiment un outil précieux. On travaille avec eux, évidemment. Et ensuite, ils vous renvoient vers des maîtres d'œuvre, vers des entreprises spécialisées. Au niveau financement, on parle du financement rapidement. Oui, évidemment. Après, je voulais aussi, si vous avez des questions que vous voulez adresser ici ou des interrogations que vous avez ou des remarques que vous voulez partager, n'hésitez pas. Il nous reste encore quelques minutes pour ça. Mais oui, bien entendu, la question est au cœur de toutes les réflexions. Il y a à la fois, comme vous l'avez dit, techniquement, comment est-ce que je suis aidé? Est-ce que je vais dans le bon sens par rapport à l'acceptabilité de ce que veut ma population? Mais aussi, comment est-ce que je finance? Même si on se rend compte que c'est moins cher de réparer que de démolir et reconstruire, il n'empêche que c'est quand même un coût qu'il faut savoir assumer. Comment on peut, si on n'a pas forcément les finances à l'échelle de sa collectivité? Effectivement, c'est une question qui nous revient souvent, puisque les maires sont des bons techniciens, mais de très bons comptables surtout. Donc c'est la première question qu'on nous pose, comment je vais financer ces travaux? On sait que les solutions existent, mais les solutions techniques, mais la solution financière, pas toujours. Donc vous avez 4 mesures en gros. Il faut savoir que l'entretien d'un pont se fait sur la section fonctionnement.
la section fonctionnement est à 20% de TVA, alors que quand vous faites des travaux qui prolongent la vie d'un ouvrage ou qui créent un ouvrage, vous êtes un investissement, vous êtes éligible au FCTVA. Donc en gros, vous avez une TVA à 5%. Donc à vous de monter votre dossier pour expliquer que vous allez prolonger la vie de votre ouvrage et que du coup, vous allez profiter du FCTVA et passer à 5% de TVA. Vous gagnez 15% au passage. C'est important de le dire. Bon, Monsieur le maire doit connaître. Julie, on calcule. Donc, on a gagné 15%. On Voilà. continue. Donc, Il juste reste 3 points. Hein. Pour info, donc, Faut notre qu'on arrive à 100%, quand même, on Lionel. va y arriver. Notre syndicat, donc, avec l'appui de la Fédération nationale, a déposé un amendement sur le projet de loi de finances qui est en cours de débat actuellement pour que ce soit systématiquement, tous ces travaux soient éligibles au FCTVA. On est à 15%. Ensuite, vous avez les ATD. Les ATD, ce sont les agences techniques départementales. Ce sont des associations mises en place par les départements qui mettent des techniciens à votre aide. Ils sont là pour mener vos dossiers, puisque les grandes communes ont les moyens en interne, mais pas les petites malheureusement. Donc quand vous n'avez pas de ressources humaines, vous faites appel aux ATD, ils vous envoient des techniciens qui vous montent les dossiers, qui font des diagnostics, qui vous aident à chercher les financements, etc. Certains départements jouent le jeu, mettent beaucoup de techniciens, d'autres moins, soit parce que ça ne les intéresse pas, soit ils n'ont pas suffisamment de ressources. Mais à vous, messieurs les maires, mesdames les maires, de les pousser parce que c'est un bras de levier très important. On n'est pas à 100% encore. On n'en est pas encore à 100%. Là, pour l'instant, on a touché la ligne et on est à 15% sur le budget. On a l'accompagnement. On a été voir quelqu'un qui pouvait nous aider techniquement et financièrement un petit peu à voir comment on allait faire le dossier. Maintenant, il va falloir qu'on avance, qu'on fasse le dossier et qu'on aille récupérer encore un peu de la pépette. L'avant-dernier sujet, c'est le gros sujet, ce sont les dotations, bien sûr. Vous avez la dotation, la DETR, dotation territoriale DETR en milieu rural, et la DSIL, donc dotation de soutien à l'investissement local. Vous avez à peu près 1 milliard par an sur chaque dotation. La première, la DETR, est arbitrée par le département, préfet de département. La deuxième par la région. Il y a le fonds vert, mais pour l'instant, on n'est pas éligible en réparation d'ouvrages, mais on y travaille également. Mais déjà, ces deux subventions vous aident à financer les deux dotations, 80% de vos travaux. Donc là, on est pas mal. Ouais, on est pas mal. Mais ensuite, si on n'a pas forcément tous les fonds, c'est très important. Et ensuite, donc, pour votre reste à charge, il y a des prêts à mettre en place. Donc avec l'agence finance locale et la banque des territoires qui vous prêtent sur plusieurs, soit sur des prêts relais, soit moyen terme, soit court terme ou long terme, qui vous prêtent votre reste à charge. Donc messieurs, mesdames les maires, vous avez tous les outils pour financer vos ouvrages d'art. Il faut savoir que c'est souvent une mauvaise surprise. On ne les regarde pas trop, puis d'un coup, quelqu'un dit tiens, il y a un problème, et là c'est la tuile, parce qu'on l'a pas provisionné, on l'a pas budgétisé, et on est devant le fait accompli, donc on sait vous apporter, enfin vous montrer tous les financements. Peut-être une réaction à ce sujet, monsieur le maire? C'est vrai qu'on a été bien accompagné. L'État, par la DETR, comme je le dire, on a eu la subvention de la DETR à 20% de la DETR. Un peu de plan de relance au niveau de l'État également aussi, et après de l'aide du département du Finistère, du conseil départemental du Finistère et de la région Bretagne, parce que c'est vrai que on a mis en place un schéma de cheminement doux et piéton également, donc on a une aide du départemental. On est arrivé à 50% de subvention, tout confondu, entre l'État, le département et la région Bretagne, quoi. Et le reste, c'est un emprunt que nous avons fait sur 15 années, quoi. Donc en fait, le courage, il se place surtout dans la décision politique. Et après, il faut une volonté, c'est un courage politique, et puis il faut aussi une solidarité sur le territoire entre les 19 communes, parce qu'il n'y a pas de solidarité sur le territoire, les projets ne peuvent pas se faire, quoi. C'est important de le dire, l'intercommunalité joue son rôle important. Quelquefois, c'est une commune, le lendemain, c'est une autre. Là, c'était une passerelle, demain, ça sera un ouvrage d'art, demain, ça sera une piste cyclable, ça sera une route. C'est le rôle de l'intercommunalité de travailler ensemble et de fédérer l'ensemble du territoire, quoi. Un grand merci à vous pour votre intervention, votre témoignage. Est-ce que vous souhaitiez éventuellement interagir, ou alors on pourra le faire en continuant sur le stand des travaux publics ensemble, parce que je pense qu'il faut qu'on rende l'espace maintenant. Merci à chacun d'entre vous de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis. Merci, monsieur le maire, d'avoir été là. Merci, Julie Debrux, pour vos calculs savants et passionnants. Merci, Lionel Lobé, pour votre science. À plus tard, à demain pour une nouvelle conférence ensemble. Merci à vous aussi. Merci.